Bonsoir Aïda Hadizadeh. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. Députée PS du Val d'Oise. Anne-Laure Blin nous a rejoint. Bonsoir. Porte-parole du groupe LR à l'Assemblée, députée du Maine-et-Loire. Étienne Lefebvre, rédacteur en chef de Zéco. Bonsoir. Zéco a un visage que les téléspectateurs de France Info connaissent bien. Et puis Patricia Essé-de-Grandy est également avec nous, éditorialiste politique pour France Info. Je commence avec vous, Patricia. Est-ce qu'on peut dire que Sébastien Lecornu a sauvé son gouvernement ce soir après ce discours de politique générale? C'est un discours de politique générale qui avait quand même des allures de discours de sortie de crise quand même. Et puis voilà, il a lâché sur 2 points importants, la suspension de la réforme des retraites, le point que souhaitait la CFDT et celui du PS, donc sur l'âge et la durée de cotisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Emmanuel Macron a également lâché et un député d'Ensemble pour la République confié. Le président de la République n'a pas changé d'avis en fait. C'est juste le prix à payer pour lui pour finir son mandat. Mais après le plan Lecornu, il n'y a pas de plan B, quoi. Donc c'est maintenant qu'il fallait qu'il lâche. Il l'a bien compris. Donc voilà, maintenant on va voir comment ça va se passer parce que les textes ils vont être discutés les uns après les autres, les articles les uns après les autres. Et ce n'est pas parce qu'il échappe à la censure jeudi qu'il se peut qu'il y échappe dans les jours prochains, quand ils vont discuter du texte. Alors, suspension de la réforme des retraites, pas de 49.3, contribution des plus fortunés. Sébastien Lecornu, il a accédé quasiment à toutes les exigences du Parti socialiste. Vous criez victoire ce soir, c'est le mot qu'on entend le plus dans la bouche des socialistes aujourd'hui. Parce que c'est une victoire. C'est une victoire d'abord grâce au front syndical. Il y a eu quand même des mobilisations très importantes, je tiens à le rappeler. Il y a une blessure démocratique parce que cette loi elle est passée par 49.3, parce que justement il y avait une majorité à l'Assemblée qui n'en voulait pas. C'est une victoire parce qu'on a obtenu une suspension qui de fait en fait une abrogation. Parce que en 2027... Alors, c'est pas ce que dit Sébastien Lecornu. Oui, c'est d'ailleurs une abrogation. Suspension jusqu'à l'élection présidentielle, Exactement. 1er janvier 2028. Mais qu'est-ce qui va se passer en 2027? Les candidats vont mettre ce sujet sur la table. Déjà, on a obtenu ça. Soit certains candidats à droite vont dire il faut aller plus loin que la réforme Borne, soit certains candidats à gauche vont dire il faut que cette réforme soit plus juste. Et de fait, la réforme Borne, elle est enterrée avec cette suspension. Ça sera soit pire si on choisit la droite, soit plus juste si on choisit la gauche. C'est votre appréciation. Exactement. Tout à fait, mais on est là pour en débattre. Je pense que la droite a une vraie plus-value dans ce débat. Mais vous reconnaîtrez, chers collègues, que c'est bien qu'on le remette à l'agenda de 2027. Alors, je vous donne la parole dans un instant. Je voudrais juste quand même une confirmation, un éclaircissement ce soir pour que les choses soient bien claires pour nos téléspectateurs. Olivier Faure, le patron du PS, appelle ce soir les députés PS à respecter la décision collective du PS de ne pas censurer Sébastien Lecornu. Est-ce que c'est ce que vous ferez déjà à titre personnel? Moi, oui, tout à fait. Tout à fait, je ne censurerai pas Sébastien Lecornu jeudi. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir s'il y a des voix discordantes au sein du Parti socialiste? Bon, alors c'est toujours la joie du Parti socialiste. Il y aura, je pense, quelques voix discordantes, j'espère très peu. Certains ont déjà pris la parole sur les réseaux sociaux pour dire qu'ils voteraient la censure. Mais bon, voilà, c'est malheureux. Je pense que l'unité du Parti socialiste fait aussi sa force. Ça a toujours été le cas. Et donc là, il faut qu'on reste groupés et qu'on revendique cette victoire pour les travailleuses et les travailleurs. Alors, du côté des Républicains, votre chef de file, Laurent Wauquiez, a été très clair, pas de censure. Pourtant, on le sait, LR est opposé à cette suspension de la réforme des retraites. Qu'est-ce qui motive cette non-censure ? Non, en fait, déjà, je voudrais revenir sur ce qu'a dit ma collègue. C'est-à-dire que moi, je crois que c'est habituel pour la gauche. Ils tirent une large victoire, en tout cas de ce qu'ils disent. Mais on n'a pas dû entendre le même discours. Dans le discours de politique générale, le Premier ministre a annoncé qu'il rouvrait le débat sur cette question de la réforme des retraites. Alors évidemment que pendant la campagne présidentielle, il y aura nécessairement besoin de réaborder ce sujet. Et bon, chaque candidat mettra sur la table les sujets qu'il souhaite. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a redonné la main à l'Assemblée nationale. Et donc, nous, ce que nous allons faire, c'est aussi la responsabilité que nous avons devant les électeurs qui nous ont fait confiance en juillet dernier, c'est de discuter de tout ce qui sera contenu dans ce budget de manière à le mettre en place le plus conformément à ce qui est voulu sur le terrain. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que comme député de droite, les Français ne nous demandent pas la suspension de la réforme des retraites. Ils nous demandent surtout aujourd'hui de valoriser le travail qui est le leur. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de Français qui se lèvent,
qui travaillent, mais qui ne sont pas rémunérés à la hauteur de leurs efforts et qui voient par ailleurs un système social qui est beaucoup trop généreux et qui défavorise aujourd'hui le fruit de leurs efforts. Pardon, mais il y a une majorité de Français qui sont opposés à cette réforme des retraites. Ah oui. Non, mais on aura ce débat dans l'hémicycle, on l'a déjà eu, on l'aura à nouveau. Je crois qu'on peut saluer la volonté de débattre, c'est pas un problème en soi, mais simplement ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que les Français attendent réellement que le fruit de leur travail, le fruit de leurs efforts soit rémunéré à la hauteur de ce qu'ils fournissent. Et donc, ce qui veut dire qu'on doit baisser les impôts. Et ça, c'est aussi... Alors, on parlera des impôts dans quelques instants. Non, mais c'est aussi le fruit de l'idéologie d'avancée de la gauche, de toujours moins travailler et de toujours mettre plus d'impôts. Donc, je crois que la solution in fine pour les Français n'est pas d'envoyer ce message qu'on doit moins travailler. On peut reparler et réouvrir le débat et en discuter, effectivement, au sein de l'Assemblée nationale, parce que nous avons été élus pour les Français, mais nous ne devons pas faire croire qu'il existe de l'argent magique, que les Français auront des retraites à la hauteur du travail qu'ils auront fourni durant toute leur carrière, parce que nous travaillerons moins. Ça, c'est faux. Et donc, le Premier ministre l'a également dit qu'il faudra, en compensation de cet effort qui sera fait si l'Assemblée nationale vote in fine la suppression ou la suspension de cette réforme, garantir des économies. Et donc moi j'attends la gauche sur la volonté d'économie et les pistes d'économie apportées dans ce budget. Est-ce que vous ne voterez pas la censure comme vous l'invite à faire Laurent Wauquiez ce soir? Non mais écoutez, nous sommes des députés responsables. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit ? C'est que ce qui a duré durant de nombreuses semaines doit se terminer enfin. Parce que les Français, ils veulent avoir de la visibilité. Les chefs d'entreprise, vous l'avez vu, nous demandent un budget parce que l'économie est aujourd'hui défavorisée. Non, pas de censure. Vous êtes des députés responsables, mais il faut croire que quand même dans votre famille politique, les LR, tout le monde n'est pas responsable. Et au plus haut niveau... Mais je vous laisse libre de propos. Le président du parti... ainsi que François-Xavier Bellamy disent si nous étions députés, nous aurions voté. Écoutez, ils ne sont pas députés. Ils ne sont pas députés, c'est leur avis. De votre parti. Non, mais ils ne sont pas députés, c'est leur avis. D'autres s'expriment aussi. Chez les LR, alors il y a même une déchirure sur ce sujet-là. Parce que là, moi, je vous réponds sur la question du budget. Défendre ça sur le terrain. Moi, je vous réponds aujourd'hui. Je suis une députée très solide sur mes convictions. Je ne renie pas mes convictions. Je dis la vérité aux Français. Je n'ai pas un double langage. Ce que je vous dis ce soir, je le dis aussi sur le terrain. Moi, ce que je porte comme message, c'est la revalorisation du travail, la fin de l'assistanat et aussi un pôle régalien très fort pour la sécurité du quotidien et la lutte contre l'immigration. Et ça, c'est des combats que nous devons gagner dans ce budget. Que Sébastien Lecornu est l'otage du PS. C'est ce que dit Bruno Retailleau aujourd'hui. Est-ce que vous êtes sur la même ligne ce soir? Écoutez, moi, ça ne m'intéresse pas de commenter les petites phrases. Mais moi, je suis pas une petite phrase. Mais je suis pas là pour commenter les petites phrases. Moi, je suis pas spectatrice. Moi, je suis une actrice du débat politique. J'ai été élue pour faire pour les Français. Non, aujourd'hui, nous aurons ce débat au sein de l'Assemblée nationale. Les députés prendront leurs responsabilités. J'ai été élue en juillet 2024 pour pousser les idées qui sont aujourd'hui demandées sur le terrain. Moi, les Français, encore une fois, me demandent de valoriser le travail qui est fourni et de baisser l'assistanat dans ce pays. J'imagine que vous avez fait les comptes du côté du LR. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir s'il y aura un respect total ou grandement majoritaire de cette non-censure? La plupart d'entre eux, voire la totalité, ne votera pas la censure, oui. Sachant que ça se jouera à 25 voix près quand même, d'après les calculs. Donc, ce qui laisse quand même une petite marge. Mais ce qui est certain, c'est que le Premier ministre doit aussi comprendre que les Français doivent être récompensés dans leur travail. Et donc, ça veut dire qu'il doit aussi avancer. Et notamment sur les pistes d'économie. Donc, moi, j'aimerais bien que la gauche se positionne sur les pistes d'économie. Moi, j'ai mis des pistes d'économie sur la table, notamment la suppression d'un certain nombre d'agences, de comités divers et variés, qui sont aujourd'hui source de grands gaspillages d'argent public. Et donc, j'aimerais bien à ce moment-là qu'ils prennent la responsabilité de dire la réforme des retraites sur laquelle nous allons revenir va coûter beaucoup d'argent aux finances publiques et donc il va falloir faire des efforts. Est-ce que vous êtes prêts à les faire sur l'assistanat dans ce pays qui sont aujourd'hui source de grands gaspillages? Vous parlez beaucoup de travail depuis parce que c'est la source de tout. Le travail ne paie pas, notamment le travail que font les catégories les plus populaires et les plus moyennes. Nous, on propose une baisse de la CSG. Est-ce que vous allez la voter pour que le travail rémunère davantage? Non mais moi, ce que je dis et ce que nous avons toujours porté, c'est qu'effectivement, il y a un écart aujourd'hui beaucoup trop important entre le salaire brut et le salaire net. Donc, effectivement, il faut réduire. Parce qu'il y a aujourd'hui... Vous allez voter la proposition des socialistes, on sait très bien. Non, mais attendez, nous, on convergence pour les Français. Non, on part d'un principe de réalité. L'argent magique n'existe pas. Donc, bien sûr que nous voulons, et c'est notre credo, baisser la fiscalité.
Simplement, il faut le compenser sur des pistes d'économie. Le rapport porté par M. Moscovici, qui est sorti aujourd'hui, prouve que dans le budget de l'année dernière, vous avez 100% de recettes nouvelles qui ont été réalisées, 0% d'économies qui ont été effectuées l'année dernière. Donc ça pose un grand problème. Notre responsabilité d'hommes et femmes de droite, c'est de dire nous pouvons faire des dépenses, mais en face, il doit y avoir des recettes, et ces recettes, elles se trouvent dans les économies sur les dépenses du train de vie de l'État. Alors Sébastien Lecornu, Étienne, il dit OK à cette suspension de la réforme de retraite, mais il dit aussi, il avertit, cela va creuser notre déficit, et il a donné des chiffres précis. Oui, 1,5 milliard en 2027, ça c'est uniquement pour les régimes de retraite, mais ça monte à 3 milliards pour l'ensemble des finances publiques, parce qu'il y aurait également moins de croissance et moins d'emplois à la clé. En revanche, il y a un point qui est très important dans le compromis qui a été noué entre Sébastien Lecornu et le Parti socialiste, c'est qu'il y a une vraie suspension complète à la fois de la durée de cotisation et de l'augmentation de l'âge légal de la retraite. Donc ça, c'est ce qui va concerner en effet plusieurs générations qui devaient partir prochainement. On peut d'ailleurs donner l'âge pour les téléspectateurs qui nous regardent. Il s'agit des personnes qui sont nées entre 1964 et 1968. Ils pourraient partir, si cette suspension se confirme, avant 63 ans. En revanche, là où le Parti socialiste a baissé un peu le ton, c'est sur qu'est-ce qui se passe en 2027 s'il n'y a pas de réforme, parce que tout le monde dit on fera une réforme en 2027, mais moi j'attends de voir sur ce sujet-là. Du principe de réalité, il faut nécessairement une recette, mais votez pour nous et vous verrez. S'il n'y a pas de réforme en 2027, ce qui va être soumis au vote de l'Assemblée nationale pendant les débats budgétaires, c'est que la réforme se réenclenche, et donc c'est un décalage. L'augmentation de la durée de cotisation, elle serait en 2028-2029, et l'augmentation de l'âge légal se poursuivrait jusqu'en 2032-2033. De fait, il y aura une réforme. Ce n'est pas une abrogation, c'est une suspension. Donc, ce qui fait qu'en effet, il y a un coût important en 2027, mais vous n'affichez pas les 10 ou 15 milliards de coûts qui étaient évoqués à l'horizon 2035 pour les régimes de retraite et qui faisaient quand même paniquer l'Élysée et les marchés financiers. Et aujourd'hui, les marchés financiers n'ont pas du tout paniqué, au contraire. Les taux d'intérêt sur la dette française ont baissé parce que ce qu'ils ont retenu, c'est d'abord plus de stabilité politique et l'espoir d'avoir un budget. Maintenant, comme vous l'avez dit, le débat ne fait que commencer et il va falloir voter cet article de suspension. Ça sera dans le budget de la sécurité sociale et on voit bien que ça va être assez compliqué. Et il y aura d'ailleurs à ce sujet une conférence appelée de ses voeux donc, par Sébastien Lecornu, une sorte de conclave bis, lors de laquelle il y aura encore un débat pour évoquer cette suspension de la réforme des retraites. La CGT a déjà dit que ce n'était pas très intéressant, ce conclave bis, qu'ils n'y croyaient pas beaucoup. Oui, mais il faut déjà autour de la table. Il fallait arrêter de se réunir. La CGT n'est pas l'unique partenaire social. Oui, mais il y a la CFDT, bien sûr, qui a obtenu gain de cause. Là, la CFD qui parle d'une grande victoire ce soir pour les travailleurs avec cette suspension. Mais pour l'instant, ça va se jouer au Parlement dans les prochaines semaines. Je voudrais vous faire réagir sur un autre point majeur du discours de politique générale de Sébastien Lecornu, pas d'utilisation du 49.3. Avec ces mots de Sébastien Lecornu, le Parlement aura désormais le dernier mot, c'est sa responsabilité. Est-ce qu'il est enfin là, ce changement de méthode? Le pouvoir se déplace au Parlement. Emmanuel Macron, pour dire les choses clairement, il accepte de partager le pouvoir, ce qui est un tournant dans son mandat. C'est comme ça qu'il faut le voir ce soir? Tout à fait. Déjà, la suspension de la réforme des retraites, c'est une première brèche. L'abandon du 49.3, c'est la deuxième. Pourquoi on a demandé les deux choses séparées? Parce que la suspension de la réforme des retraites ne pouvait pas être amenée par nos amendements à nous, députés. Ça devait être forcément quelque chose amené par le gouvernement. Et donc oui, le pouvoir va être à l'Assemblée. Et vous avez raison, tous les yeux, je pense ceux des journalistes en premier et ceux des citoyens également, vont être braqués sur l'Assemblée dans les prochains mois. Et on verra amendement par amendement ce que les uns et les autres proposent, défendent. Et on verra, et je prends le pari ici, le double visage du Rassemblement national qui, auprès de ses concitoyens sur le terrain, affiche un visage social et à l'Assemblée, et on le voit sur beaucoup de sujets, ont un visage très libéral, voire ultra-libéral, puisqu'ils sont contre la taxation des plus hauts patrimoines. Pas de 49.3, c'est un tournant dans ce mandat d'Emmanuel Macron. Vous saluez cette annonce de Sébastien Lecornu? Non, mais ce qui est certain, c'est que c'est un outil de procédure. Et aujourd'hui, moi je suis désolée, mais Emmanuel Macron n'a plus de pouvoir. Il a perdu sa possibilité d'avoir une majorité depuis juin 2022, où il avait une majorité relative, et puis depuis juin 2024, où il n'a plus de majorité du tout. Et donc, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le centre du pouvoir, c'est l'Assemblée nationale, qui, par ailleurs,
a voix en dernière lecture sur les textes de loi. Et donc aujourd'hui, le travail. Non, mais moi j'ai été élue pour j'ai été élue pour travailler pour les Français. Et donc naturellement que je vais faire le travail qui est le mien comme députée. Et donc c'est aussi l'objectif que nous avons lorsque nous sommes élus pour représenter le peuple français, c'est d'amener les débats dans les débats les propositions que nous avons portées sur le terrain, que nous portons sur le terrain et que les Français nous demandent. Oui. Mais donc, ce que vous ont dit les Français aussi, c'est de faire des compromis. Et d'apprendre à travailler ensemble. C'est ça le message des Français avec les dernières législatives. Et effectivement, d'apprendre à travailler ensemble. C'est pour ça que c'était important que nous puissions démarrer les débats budgétaires, parce que sans ces débats au Parlement, nous n'aurions pas de budget, et donc ce serait profondément grave pour la France. Et donc il faut que nous commencions à travailler sur le fond, et donc nous verrons effectivement ce que les uns et les autres vont défendre. Nous, c'est très clair, une ligne très forte sur les régaliens, la sécurité, la lutte contre l'immigration, et une valorisation très forte du travail et la lutte contre l'assistanat. Patricia. Aujourd'hui, le discours de Sébastien Lecornu, ça marque quand même le plus gros recul d'Emmanuel Macron sur son héritage. Ça, c'est pas neutre. Aujourd'hui, Sébastien Lecornu, il a abrogé la Macronie, en tout cas, il l'a suspendue. Donc, oui, mais c'est quand même pas rien. Mais en même temps, Emmanuel Macron, comme il ne voulait pas partager le pouvoir avec les socialistes ou bien avec le RN, parce que bien sûr, ce sont les deux qui se réclamaient de Matignon, eh bien, il a décidé de détricoter lui-même son bilan. Parce que finalement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il reste à la tête de l'État et il a toujours Sébastien Lecornu qui est là à lui rendre des comptes et qui travaille avec lui. Donc, il n'est pas en cohabitation. Sébastien Lecornu qui est responsable devant le Parlement, je vous rappelle. Responsable devant le Parlement et qui va... qui doit rendre des comptes à la nation. Qui va vous rendre des comptes, mais qui aura par ailleurs d'autres moyens de passer, s'il n'a pas le 49.3, de faire passer ces textes. Et que si le texte n'est pas avec voté des motions de censure avant que nous fin décembre, voter, eh bien, ce seront des ordonnances. Donc, il va falloir quand même que les députés discutent pieds à pied, mais se montrent raisonnables sur le timing. Sinon, ce sera par ordonnance, par le chef du gouvernement. Et ce sera le budget que le chef du gouvernement aura choisi. Les députés devront prendre leurs responsabilités. Ceux qui joueront le jeu de l'obstruction parlementaire, tel qu'on le voit souvent à l'Assemblée, moi c'est ce que j'ai découvert en tant que nouvelle députée en juillet 2024 et qui m'a un peu désolée. À titre personnel, je suis pour la régulation du droit d'amendement. Je sais que je ne suis pas très suivie, mais je pense que ça va liberté venir... constitutionnelle, quoi. Oui, sauf que la liberté constitutionnelle, c'est celle de débattre. Vous voyez bien que l'obstruction parlementaire, c'est une mauvaise utilisation des deniers publics. Parce que le temps, c'est de l'argent aussi à l'Assemblée. Voilà. Et donc là, nous devrons nous montrer responsables, utiliser notre droit d'amendement à bon escient pour ne pas obstruer les débats, mais faire progresser les débats avec nos idées, avec notre vision du monde qui est différente, parfois radicalement différente. J'espère qu'on pourra se retrouver sur des grands sujets. Vous avez beaucoup fait appel aux Français. La majorité des Français demandent une taxation des plus hauts patrimoines. Surtout des économies. Vous savez qu'il y a eu la majorité des Français demandent plus de justice fiscale. Ah non, mais demandez également à vos électeurs sur le terrain. Aujourd'hui, la fin de la bureaucratie, la fin de la technocratie et les économies sur le train de vie de l'État, c'est la première demande des Français. Quand vous dites bureaucratie, technocratie, tout le monde est d'accord, mais quand vous dites est-ce que vous voulez supprimer des enseignants, la fin de la technocratie et de la bureaucratie et des économies sur le train. Bureaucratie, technocratie, c'est des mots que tout le monde déteste. Mais est-ce que vos électeurs veulent moins d'enseignants? Est-ce que vos électeurs veulent moins de soignants? Non. Non, mais quand on parle du train de vie de l'État, quand on parle du train de vie de l'État, il faut évidemment que ça soit plus simple. Il faut que nos électeurs et nos concitoyens, moi j'ai travaillé dans une administration, j'ai parfois et trop souvent déploré le fait que notre administration n'était pas là pour servir les usagers. Il y a de l'obésité dans nos administrations. Exactement. Mais il faut que les agents en bout de ligne, les agents, je parle des agents les plus essentiels pour moi, les professeurs, les soignants, ne soient pas les grandes victimes des mesures d'austérité. Les contrôleurs des contrôleurs. On peut se rejoindre là-dessus. Sur le terrain, on manque de soignants, Madame on manque d'enseignants. Là-dessus, je vous rejoins. Voilà. Eh bien, vous êtes d'accord dans le 23h de France Info, c'est magnifique, Étienne. Ça ne va pas durer longtemps, ne vous inquiétez pas. J'alerte quand même sur la capacité du gouvernement à faire adopter un budget 149.3. Parce que sur d'autres textes, pourquoi pas? Mais sur un texte budgétaire, si vous votez le budget, vous êtes dans la majorité. Or, le Parti socialiste a bien clairement expliqué ce soir qu'il ne voterait pas la censure, mais pour autant, il restait dans l'opposition. Donc, la probabilité qu'à la fin des fins, le Parti socialiste vote le budget est extrêmement faible, parce que ce budget, il va quand même être extrêmement dur. Les Français, les acteurs économiques, les entreprises commencent à percevoir les choses. Il y a beaucoup de mesures d'économie dedans. Il y a plus de 30 milliards de mesures de redressement. Il y a des impôts nouveaux, une quinzaine de milliards. Et donc, on en rajoute dans la difficulté avec la suspension des retraites, donc l'équation budgétaire. Et en face, il y a une petite marge de manœuvre. Sébastien Lecornu a expliqué qu'on pouvait avoir 0,2 points de déficit en plus.
mais ça fait quoi, 5-6 milliards. Or, en face, il y a les franchises médicales, il y a l'année blanche, le gel des retraites, et il y a tout un tas d'augmentations d'impôts. Une inventivité fiscale incroyable. Vous avez ce soir les élus des DOM qui découvrent qu'on leur enlève 700 millions d'exonération de charges. Vous avez les auto-entrepreneurs qui vont hurler. Vous allez avoir tout un tas de corporations qui vont monter au créneau. Donc, les députés vont être sous pression, non pas pour faire des cadeaux fiscaux, rajouter des mesures de pouvoir d'achat, mais pour, au contraire, serrer davantage les boulons pour compenser d'autres mesures. Et ça, 149 francs, ça va être extrêmement difficile. Faire des dépenses. Mais en tout cas, il y a beaucoup de bonnes intentions affichées depuis 24 heures. Donc, espérons en effet que l'Assemblée pourra jouer ce rôle, parce que l'an dernier, ce n'était pas du tout le cas lors du débat budgétaire. On est en train d'inventer quelque chose de nouveau. On est en train d'essayer de faire marcher la démocratie parlementaire. On n'avait pas encore essayé. Et que de temps perdu. Patricia, je vous rejoins. En fait, Emmanuel Macron a fini par lâcher, mais il aurait dû lâcher dès 2024. Il n'avait pas de majorité dès 2024. Il lui a fallu quand même un certain temps, beaucoup d'énergie gâchée, beaucoup d'argent gâché aussi, pour arriver à cette conclusion qu'il fallait qu'il lâche. Mais les censures vont quand même continuer. Enfin, là, on va peut-être échapper à la censure. Enfin, en tout cas, le gouvernement va certainement échapper à la censure. Motion de censure, on le rappelle, jeudi matin. Jeudi matin, LFI, RN, chacun sa motion. Mais a priori, on peut dire on n'aura pas du repos jusqu'à la fin de semaine. Mais ils vont quand même, le Rassemblement national va quand même voter la motion de la France Insoumise, quand même. La France Insoumise ne votera pas celle du RN. Oui, c'est bien de le rappeler. Mais en effet, le RN votera LFI. Voilà, votera LFI. Mais ça va nous donner du repos jusqu'à quand? À fin de semaine? Mais dès que vous allez rentrer dans le vif du sujet, il va y avoir de nouveau peut-être des censures des uns et des autres. Oui. On ne sait pas. Et donc, on va repartir pour un train de censure. Ça n'est pas terminé. Tout reste à faire. Vous évoquez les points Nous verrons, parce que vous parlez pour vous, peut-être les socialistes, mais nous verrons comment vont réagir le Rassemblement national, la France Insoumise. Nous verrons. On va rentrer qu'il y ait d'autres censures. Parmi les points de discussion à venir, il y a cette... idée de Sébastien Lecornu, cette création d'une contribution exceptionnelle des plus fortunés. On va écouter à ce propos Olivier Faure, c'était en début de soirée. Il y a beaucoup de... Alors, cette contribution exceptionnelle des Français les plus riches, Étienne, qu'est-ce qu'on peut en dire? Je redonne cette phrase aussi qui a beaucoup interpellé cet après-midi. Sébastien Lecornu a reconnu, je cite, des anomalies dans la fiscalité des très grandes fortunes. De quelles anomalies parle Sébastien Lecornu? Il parle des dispositifs d'optimisation fiscale qui sont pour certains légaux, mais il y a des abus, c'était évoqué déjà par le gouvernement précédent. Donc il y a cette fameuse taxation des holdings où on permet de loger certains biens personnels qui ne devraient pas y être, donc qui est prévu dans le budget. Et puis il y a la contribution sur les hauts revenus qui avait été mise en œuvre cette année et qui va être prolongée. En revanche, il y a ce soir une incompréhension par rapport à ce qu'a dit le Premier ministre, parce qu'on a eu le sentiment à l'écouter à l'Assemblée qu'il allait proposer, en plus de ces deux mesures, une troisième mesure qui serait une contribution sur les grandes fortunes, exceptionnelle sur les grandes fortunes. Or, ce soir, à Bercy et à Matignon, on nous dit qu'en réalité, il parlait des mesures qui sont déjà dans le texte et qui seraient reconduites. Et qu'il entend flécher sur certaines dépenses, certaines missions. Et là-dessus, évidemment, pour Olivier Faure, ce n'est pas suffisant. Et pendant le débat, il va demander d'aller plus loin. Et donc, ça fera partie des points durs de la discussion du budget. Des taxes et encore des taxes. Alors, pour être précis, on parle de reconduction. Donc, cette taxe sur les très hauts revenus, 250 000 € par an, 500 000 € par couple. Et également la reconduction de la surtaxe sur les bénéfices des entreprises qui font au moins 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en France. Même pour les très grandes fortunes et les très grandes entreprises, vous dites non ce soir? Non, mais en fait, c'est à ça qu'on reconnaît la gauche. Des taxes, oui, des taxes, elle veut plus de justice fiscale. Que ce soit une contribution, un impôt, peu importe. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la France, les Français sont les plus fiscalisés au monde. Voilà. Donc, fiscaliser plus les riches aura forcément un effet. Oui, mais attendez, fiscaliser ce qu'on appelle les ultra-riches, les plus riches, a forcément un effet sur la population. C'est indéniable. C'est-à-dire, simplement aujourd'hui. Non, mais c'est beaucoup plus facile, pardon. C'est beaucoup plus facile. En quoi taxer les milliardaires a un impact sur les plus modestes? Parce que si vous faites partir tous les milliardaires du territoire national,
qui restera sur le pays? Non, mais Parce que vous considérez que ça va les faire partir Non, mais automatiquement. attendez, moi, il y a débat. Madame Blin. non, mais attendez. qui Ce qui est restera certain, c'est qu'aujourd'hui, les honnêtes gens c'est de que la vous décrivez. fainéantise que de Ah, et là, vous toujours décrivez les honnêtes gens. examiner un Vous budget, restez le ceux-là. budget d'une nation par le biais des recettes. Parce que c'est facile. C'est un exercice simple. Vous créez une taxe à tel endroit, alors vous aurez la taxe sur les sodas, vous aurez la taxe sur les yaourts, vous aurez la taxe partout. Vous pouvez mélangez taxer. tout, là. Simplement le vrai travail aujourd'hui. Et on voit que plus on investit de l'argent public, moins les services publics fonctionnent dans ce pays. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Moins d'argent le pour les vrai services travail, qui en demande beaucoup en revanche, qui est effectivement nécessaire à faire, c'est d'examiner toutes les dépenses de l'État, de regarder ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et de faire ce vrai travail pour réaiguiller l'argent public qui est Madame Blin, utilisé sur les vraies dépenses qui juste sont une question nécessaires. ce soir à vous entendre, Travailler rien sur ne les économies, convient. les pistes d'économies, Rien ça ne demande convient. beaucoup Ce soir, plus de à vous travail et écouter, c'est largement moins fait. Ce Et soir, ça à demande du courage et de la volonté aussi. Ce soir, à vous écouter, rien ne va, rien ne convient. Pourquoi vous ne votez pas la censure? Parce que moi, je suis une élue pour faire. Je ne suis pas là pour commenter. Je vous dis aujourd'hui le diagnostic que je tire sur les rengaines de la gauche, que toujours fiscaliser de manière forte faire, c'est les aussi- Français, ceux qui travaillent, La les chefs censure, d'entreprise. Non, Il y a aujourd'hui des peut boucs aussi émissaires être une dans ce option. pays que la gauche porte parfaitement bien dans son Est-ce que ce discours. n'est pas- Moi, je vous dis qu'en tant que femme de droite, je veux avoir ce courage que de porter les convictions qui sont les miennes Et d'épargner les jusqu'au plus bout riches. du débat sur le budget. Voilà. Mais- Et donc dire qu'aujourd'hui, il y a des possibilités de dégager des marges de manœuvre, de réinvestir cet argent public que l'on gaspille à certains endroits, et donc on doit faire des économies. Voilà, tout simplement. Mais Moi, pour j'ai qu'on fait une comprenne bien, parce liste. qu'il y a quand même une... qui vous emmène à ne pas voter Alors la absolument censure. pas. Pardon, Parce que, mais ça voter c'est la la censure, ça, c'est finalement alors, voter la absolument dissolution, pas. comme- Vous me retrouverez absolument Comme pas. l'a dit Emmanuel Macron Absolument aujourd'hui. pas. Alors Ce n'est absolument pas cette pas. crainte-là dans votre groupe chez les LR? Absolument pas. Moi, je suis là pour travailler. retourner devant- Vous savez, le seul qui a le pouvoir de devant les urnes, dissolution, devant le les seul qui a le Français. pouvoir de dissolution, c'est le président de la République. C'est le seul pouvoir qui lui reste. Justement, il a dit une censure. Il peut appuyer. Est-ce que Une vous étiez au dissolution. courant qu'il allait appuyer le 9 juin au soir? Personne ne le savait. On ne sait pas s'il le fera demain. Il peut le faire demain, après-demain, après-après-demain. Moi, ça ne m'empêche pas de vivre. Moi, je travaille pour les Français. Et je travaillerai jusqu'au bout. Pour les plus riches Parce que aussi. c'est aujourd'hui ce qu'ils nous demandent. Et donc, moi, mon travail, C'est fou. c'est de dire qu'aujourd'hui, dans le cadre de ce budget, oui, la recette facile, c'est l'augmentation des impôts. On a- Et c'est d'ailleurs largement porté par la gauche. On a compris Et donc, c'est pour ça que moi, je suis une femme de droite et que je ne suis pas d'accord à avec la réduire gauche. la dépense plutôt qu'à de nouvelles clairement. taxes. La Mais piste, pour qu'on des comprenne pistes bien, d'économie. Pour qu'on- 40 milliards d'économies quand même. Hein, pour qu'on comprenne bien, ce soir, LR ne censure pas Sébastien Lecornu, mais ne votera pas en faveur de la suspension de la réforme des retraites. Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence? Ah oui. Bah, en quoi? Pardon, voter la motion de censure, c'est dire qu'on ne veut pas de budget pour le pays. Je suis désolée. Comment on fait sans budget? Comment on fait pour nos armées, pour les équiper? 6 milliards d'euros qu'on doit verser aujourd'hui pour permettre à nos militaires de se préparer dans un cadre géopolitique qui est quand même relativement instable. Est-ce que, personnellement, vous voulez assumer le risque que demain, nous n'ayons aucune possibilité de doter la France d'un budget dans cette configuration? Non, clairement pas. Donc, moi, je veux un budget pour la France. Et pour construire ce budget, il va falloir pied à pied lutter pour que la gauche n'impose pas sa vision. Parce qu'aujourd'hui, très clairement, ce qu'on nous demande sur le terrain, c'est de la vision justice, de la madame. droite. La France Non, est pas du aujourd'hui tout, un c'est de la pays à droite, justice. bien que la gauche essaye de nous imposer dans le débat public, sur un certain Vous avez nombre de 49 plateaux de députés. télévision, avec des n'avez pas gagné les économistes élections, qui madame viennent Blanc. nous expliquer, alors même que ce sont des investigateurs du programme économique de la France insoumise, les bons remèdes qu'il faudrait pour la France. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que les Français doivent avoir la rémunération à la hauteur du fruit de leurs efforts. Et donc, il faut irrémédiablement valoriser le travail, en finir avec l'assistanat et garantir la sécurité des Français. Et là, il y a aussi un sujet sur lequel on mettra une force importante, c'est la lutte contre l'immigration, qui est aujourd'hui source de beaucoup de dépenses d'argent public. Et donc, il faudra aussi résoudre cette Encore question un d'immigration. mensonge. sur On le territoire. poursuit le débat dans quelques instants, mais je voudrais d'abord qu'on entende des paroles de Français qui réagissent après ce discours de politique générale de Sébastien Lecornu. Ce sont des réactions qui sont rassemblées par Christelle Méral avec nos équipes en région. Regardez. La suspension de la réforme des retraites est-elle synonyme, pour vous, de sortie de crise? À Nice, ville classée à droite, certains sont satisfaits de cette mise à l'arrêt de la réforme. Cela pourrait permettre de sortir de l'impasse politique, selon Paul, 80 ans, ingénieur retraité. Ce qui est important, c'est que ça débloque la situation. Si ça débloque, c'est le principal. Mais la suspension est-elle vraiment gage de stabilité? Ce n'est pas l'avis de Claire Bertrand, 49 ans,
en recherche d'emploi. Je ne suis pas sûre que ça mettra fin à l'instabilité politique parce que il y aura toujours, on retrouvera toujours des prétextes pour toujours des prétextes pour continuer à contester. Direction Tours, ville tenue par la gauche. Des électeurs auraient, eux, souhaité l'abrogation, comme Lou Desœuvres, 35 ans, éducateur. Si elle est suspendue, on peut dire que ce sera un moindre mal. Après, je sais pas, j'ai pas vraiment compris ce que ça voulait dire suspendue. Moi, ce que je vous dis, c'est que j'étais pour la suppression de cette réforme. Mais les turbulences politiques des dernières semaines restent une source de confusion pour Sylvie Gauvin, 60 ans, fonctionnaire retraitée. Je ne me reconnais plus vraiment dans les institutions de mon pays, donc je suis un peu perdue. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Et le monde du travail, cette suspension pourrait-elle apaiser les incertitudes ? Non, mais vous allez m'expliquer. Il est trop tôt pour affirmer que la crise est terminée, juge Laurent Vronsky, 60 ans, directeur général. Rien n'est décidé, rien n'est joué. Donc pour l'instant, en termes de visibilité, je ne vois pas ce qui a changé depuis 24 heures. Non, ce qui me rassurait, c'est qu'on puisse passer un budget qui ne casse pas la machine économique du pays. Côté syndicat, la suspension pourrait calmer les tensions, estime Yvan Ricordo, 53 ans, numéro 2 de la CFDT. Pour la CFDT, la suspension de la réforme des retraites est une vraie belle victoire syndicale. C'est une amélioration pour les salariés. Et en plus, ça va permettre d'avoir un débat à la présidentielle. Les retraites n'ont pas fini d'être au cœur de la vie politique en France. On entend ces paroles de Français, on entend le débat ce soir, mais si on veut avancer de manière un petit peu positive, est-ce qu'on peut dire quand même ce soir que Sébastien Lecornu, avec ses gestes, quelque part, il apaise un petit peu la situation politique, on s'éloigne de la crise politique. Est-ce que vous avez aussi envie de porter ce discours ce soir, du côté du Parti socialiste ? Tout à fait, il apaise la situation du pays parce qu'il entend ce qu'une grande partie des Français, à travers leurs représentants, ont à dire. Cette réforme des retraites qui a été imposée par un passage en force avec le 49.3 a suscité des manifestations, des protestations et on vient enfin de le reconnaître. Enfin, donc victoire. Et reconnaître qu'on s'est trompé, c'est pas grave. En politique, on se force à ne jamais reconnaître ses erreurs. Je pense que c'est une erreur, ça, fondamentale. Admettre ses erreurs, admettre qu'on s'est trompé, c'est un gage de maturité. Et ça permet d'apaiser et d'avancer. Ça a été dit, c'est un moindre mal, mais je suis persuadée que le débat, du coup, va être repris pour 2027. Et là, on aura projet contre projet. Comment on va rénover ce système de retraite ? Est-ce que vous pensez qu'on peut voir ce soir une sorte de virage à gauche, un petit peu de Sébastien Lecornu, où je vous vois sourire, ou est-ce que vous dites ce soir, on n'est pas dupe, c'est une décision de circonstance pour éviter la censure ? Non, je souris parce que moi j'ai eu le sentiment quand même que dans son discours, il y avait enfin le retour d'une droite sociale. Quand il reconnaît que les plus hauts patrimoines, les plus riches ne sont pas suffisamment taxés, et pardon si ça vous choque, mais c'est vrai, regardez leur train de vie. Vous n'êtes pas choqué par l'indécence du train de vie des ultra-riches. Moi, il y avait un influenceur. Un ultra-riche, c'est quelqu'un qui peut aller en boîte de nuit et dire « je mets 15 000 € pour avoir une table en boîte de nuit ». Moi, ça me choque. Ça me choque que ça soit possible dans un pays qui souffre autant. Et ça, je pense que si on les taxe un petit peu, ce que nous proposons, ils auront une table, pas à 15 000 €, mais peut-être à 10 000 €, voire à 5 000 €. Et je pense que leur vie sera toujours bien. 5 écrans de télévision, par exemple, achetés avec famille, les allocations de rentrée, par exemple. Ça, c'est vos fables. Non, c'est pas des fables. Mais si, c'est vos fables. Aujourd'hui, vous avez focalisé sur ce que vous appelez les ultra-riches. Vous, c'est les ultra-pauvres, vos cibles. Les ultra-pauvres. Non, c'est les ultra-riches. Vous prenez des marottes comme ça, en essayant de stigmatiser un certain nombre de personnes. Vous inventez des mensonges hallucinants. Non, mais vous les aussi, pauvres avec l'allocation de rentrée scolaire, sont capables de payer des tables à je ne sais combien d'argent encore une fois dans une boîte de nuit, parce que sincèrement, moi, je ne connais pas beaucoup autour de moi. Regardez des vidéos d'influenceurs. C'est Saint-Tropez peut-être. Justement, c'est le problème. Les ultra-riches dans notre pays, c'est au bas mot, peut-être 1800 personnes, 2000 €. Ils volent cet argent. Pourquoi vous les protégez autant ? Pourquoi vous les protégez autant ? Ils font partie de votre famille. Pourquoi vous les protégez ? Parce que peut-être que travailler aujourd'hui... Ils travaillent pour pouvoir se payer une table en boîte de nuit à 15 000 €. C'est ça leur travail ? Non, mais moi je vous demande, est-ce que vous en connaissez beaucoup ?
Moi, je n'en connais pas. Moi, je connais beaucoup plus de gens qui Alors, on va peut-être pas faire la soirée sur les boîtes de nuit à 15 000 €. Moi, ça m'a choqué. Mais Madame Blas, ça la choque pas. Moi, les gens mais Madame Blas, ça la choque pas. Moi, ça me choque. Vous voyez, moi, la différence avec vous, c'est les gens que vous voyez au quotidien, c'est des gens qui ont 5 écrans de télévision. C'est des gens qui ont 5 écrans de télévision à cause de l'allocation de rentrée scolaire. Chacune votre tour, s'il vous plaît. Non, mais s'il vous plaît. Les gens que je vois qui sont autour de moi sont des gens modestes, qui travaillent, vous êtes juste qui ont des petits salaires, qui sont en qui train donnent de tout ce qu'ils ont pour se nourrir avec des allocations de rentrée scolaire. C'est hallucinant. Non, c'est honteux de dire ça. Bah non, mais c'est qu'aujourd'hui, il y a un mauvais aiguillage de l'argent public. Et moi, les gens qui vivent aujourd'hui dans le monde qui est le mien, c'est des gens qui ont des revenus modestes, qui travaillent beaucoup. Et qui ont cette impression, et qui ont cette impression, je comprends pas, Madame Blanc. finir mes propos, qui ont cette impression en permanence, et ils l'ont dit d'ailleurs très récemment, de financer un système social qui aujourd'hui les défavorise. Voilà. Ils n'ont droit à rien, ces gens. Ils n'ont droit à rien, ces gens, alors qu'ils travaillent de toute leur force. Quand on est malade en France, on va à l'hôpital et on ne débourse pas un centime. Les gens qui aujourd'hui sont issus des classes populaires, des classes modestes, dont vous n'avez pas le monopole, dont je m'occupe au quotidien. Défendez-les un peu mieux. Défendez-les un peu mieux, parce que là, c'est honteux ce que vous dites. Et qu'on leur permette de vivre enfin de leur travail. Et donc, on doit indéniablement baisser le poids de l'assistanat dans ce pays. Ce soir, en tout cas, à travers ce débat entre Mme Alizadeh et Mme Blanc, eh bien, ce qu'on voit, c'est le retour du clivage droite-gauche. Et oui, les vieilles lunes de la droite. Voilà. Regardez, vous avez toutes les deux été dans votre corner. L'assistanat sur tous les tons, sur tous les sujets. Mais quand Laurent Wauquiez se paye des dîners à 1 000 € par personne, c'est pas de l'assistanat. Ça, c'est pas de l'argent public qu'on dépense mal. Attendez, je ne connais pas cette situation. Si vous y étiez, lisez Mediapart. Mais moi, je n'y étais pas, je ne connais pas. Même Laurent Wauquiez a reconnu que c'était une erreur et qu'il allait rembourser. Mais renseignez-vous, Madame Blanc. Vous connaissez beaucoup de gens, encore une fois, qui sont capables de se payer. Laurent Wauquiez, vous le connaissez mieux que moi, je pense. Alors, en tout cas, je vous dis que non. Ce qui vous réunit ce soir, c'est que vous ne voterez pas la censure jeudi, ce qui devrait sauver le gouvernement de Sébastien Lecornu. Étienne. Oui, et on voit bien que ça va être difficile de se mettre d'accord sur un budget pour Sébastien Lecornu, parce que lui, il aura besoin d'une alliance allant des LR jusqu'au Parti socialiste. Et là-dessus, il reste dans une logique même poussée à l'extrême du en même temps macroniste. Donc ça, c'est pas mort complètement. Le Premier ministre a dit aussi qu'il allait s'investir personnellement dans les débats budgétaires. Ça veut dire qu'il sera là à l'ouverture de l'examen du projet de loi de finances, alors que d'habitude, c'est le ministre des Finances qui est là, et qu'il assisterait à beaucoup de séances parce qu'il voit bien que ça va être très compliqué et qu'il va falloir discuter des amendements pied à pied. Juste un point quand même sur cette histoire de fiscalité des plus aisés. Il ne faut pas rêver. Vous n'allez pas régler les problèmes budgétaires de la France avec cette question. Tout le débat sur la taxe Zuckman a quand même permis d'avancer là-dessus. Et on s'est rendu compte quand même que les fameux 15 ou 20 milliards, on ne les aurait jamais dans les caisses si on mettait en place cette taxe. C'est une question de justice fiscale, surtout. C'est une question de justice fiscale. C'est une question de justice, mais vous n'allez pas équilibrer votre budget de l'impôt avec ça. Non, pas vous, visiblement. Et par ailleurs, qu'il y a quand même des foyers français, et ça s'est montré, prouvé, et chiffre à l'appui, qui font de l'optimisation fiscale et qui donc payent autant que celui qui gagne 1 400 €. Oui, mais vous avez quand même un système français. Vous avez autant en pourcentage. Vous avez quand même un système français qu'il ne faut pas caricaturer, qui est extrêmement progressif en termes de fiscalité. Donc, vous pouvez parler des 0,01%. Oui, mais ils sont là. D'accord, mais jusqu'à ce niveau-là, vous avez un système extrêmement redistributif. Pardon, mais aujourd'hui, c'est bien le nœud gordien du budget de l'État. Sébastien Lecornu. Trouver des mécanismes pour résoudre le poids de la dette. Sébastien Lecornu qui vient de la droite. Sébastien Lecornu qui vient de la droite. C'est quand même une des phrases qu'il faut retenir aujourd'hui, nous dit il y a des anomalies dans la fiscalité des très grandes fortunes. Sébastien Lecornu. Michel Barnier l'avait reconnu en son temps aussi. Michel Barnier, c'est pas un socialiste, je crois. Mais là n'est pas la question. Il faut ouvrir les yeux sur la réalité fiscale de notre pays. C'est pas une honte de reconnaître son erreur, Madame Blanc. Reconnaissez qu'ils ne sont pas assez taxés. Quand je vous ai entendu dire ça, je me suis dit que vous étiez peut-être en mesure de faire l'autocritique du mandat de François Hollande. Mais effectivement, peut-être qu'il vous faut encore un petit peu de temps pour le faire. Nous, on l'a fait. Nous, on est très lucide sur ce qui a marché, sur ce qui n'a pas marché. D'ailleurs, aujourd'hui, la suite logique, puisque Emmanuel Macron était un ministre de François Hollande et malheureusement nous conduit dans la situation avec une aggravation de la dette. Il a trahi François Hollande et son héritage, mais ça c'est autre chose. Mais la trahison, vous connaissez aussi chez les... Aujourd'hui, il y a des pistes d'économie que l'on doit faire et c'est clairement pas en visant simplement les 0,01% vous voulez les épargner qu'on y arrivera. Simplement régulier. C'est plus que symbolique. On ne fait pas du symbole, pardon. Non, arrêtez de mentir. Excusez-moi, Madame Blanc. Il faut expliquer aux Français qu'il faut résoudre la dette française pour les générations. 5 milliards de rendement
l'économie sur une taxe au bas mot, c'est pas symbolique. Beaucoup plus compliqué. On parle douloureux, oui, bien sûr. Les retraites, à la rigueur, c'est les- quelque chose de simple. Vous avez des curseurs, vous les montez. Mais faire des économies sur la sphère étatique, les collectivités, l'appareil de santé, ça demande une énergie énorme. Incroyable. La taxe sur les plus hauts revenus, et si les parlementaires c'est pas un symbole. passent les 70 Il y a un jours rendement. à s'étriper sur la taxation des 0,01%, là, je peux vous dire que ça n'aboutira à rien. Je voudrais profiter de votre présence pour évoquer l'éventuelle union des droites. Quelle est votre position ce soir? On sait que Jordan Bardella a tendu la main à votre formation politique ces derniers jours. Quelle est votre position à vous personnelle et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce débat au sein de votre mouvement? Je trouve curieuse votre question, puisque tout à l'heure, nous avons évoqué les motions de censure et je vous ai rappelé que le Rassemblement national votait main dans la main avec la France insoumise. Donc, en réalité, voilà, le Rassemblement national veut potentiellement... Pardon, mais c'est une question que beaucoup d'électeurs de droite se posent. C'est pour ça que je vous la pose. Mais moi, je parle à tout le monde. Voilà, vous voyez, on se parle avec une collègue socialiste. Je travaillerai aussi avec des collègues du Rassemblement national, comme avec des collègues d'autres bords politiques. Aujourd'hui, l'intérêt de la nation doit primer sur les intérêts partisans. Donc, si sur certains sujets nous nous retrouvons, nous sommes et nous devrions être capables de les voter, et si nous ne nous retrouvons pas, nous devons continuer à défendre nos convictions. Et si l'intérêt de la nation passe par une alliance avec le RN mais l'alliance avec le RN se fait avec la France certains de vos insoumise. électeurs. Non mais la France insoumise et le Rassemblement national votent main dans la main. Dernièrement, la présidente du Rassemblement national, enfin plus exactement du groupe à l'Assemblée, a déclaré qu'elle était beaucoup plus proche d'Olivier Faure qu'elle ne l'était de personnalités de droite. Et donc elle était finalement un certain Emmanuel Macron qui ne se disait ni de droite ni de gauche. Moi, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, j'affirme haut et clair que je suis une femme de droite, que je défends une politique de droite et que donc les électeurs de droite doivent se retrouver sur la ligne que nous portons. Et donc, à partir de ce moment-là, ce qu'avait fait d'ailleurs brillamment Nicolas Sarkozy en 2007, il avait porté un discours fort de droite et l'ensemble des électeurs de France s'étaient retrouvés derrière sa candidature, ce qui lui a permis d'être élu président de la République. Et c'est, je crois, aujourd'hui l'impératif de la droite. Qui a le plus affaibli l'État, c'est bien Nicolas Sarkozy. On ne s'est on jamais remis. on sait que vous n'avez jamais aimé Nicolas Sarkozy, mais vous n'êtes pas la seule.